heartbreak, only heartbreak. Aujourd'hui, on est avec Nicolas Collin, qui est un des 3 cofondateurs de Deux Family, que vous connaissez peut-être. C'est un auteur dont je lis vraiment tout. J'ai lu tous vos articles sur le Medium, j'ai regardé toutes vos vidéos et j'ai résumé son livre qui s'appelle L'âge de la multitude sur ma chaîne. Je vous invite à regarder la vidéo. La première question, qu'est-ce que The Family et quel est votre rôle dans The Family? Alors The Family, c'est une société qu'on a créée à 3 avec Alice Zaguri, qui est la présidente de The Family, et Oussama Ammar en 2013. C'est une société d'investissement, c'est-à-dire son objet, c'est de prendre des participations dans d'autres entreprises et de les accompagner, enfin d'être présent auprès d'elles sur le long terme, avec l'objectif de devenir actionnaire stratégique, c'est-à-dire un actionnaire qui pèse au capital et puis qui joue un rôle assez actif auprès des entrepreneurs dans le développement de leurs entreprises. Aujourd'hui, The Family, c'est plus d'une 30aine de personnes qui accompagnent qui gèrent un portefeuille de plusieurs centaines de participations. Qu'est-ce qui vous a amené à créer The Family? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur qui vous a fait... Je pense que quand on crée une entreprise, il y a toujours un terreau favorable, un travail de long terme, et puis à un moment donné, ça se cristallise pour des raisons un peu contingentes. En l'occurrence, The Family, pour moi, c'est né d'une conversation qui a duré très longtemps, plusieurs mois, avec Oussama, qui est un vieil ami, et on cherchait à s'associer pour se lancer dans les métiers de l'investissement. Et ça restait à l'état de conversation, de réflexion à des tables de restaurant, jusqu'à ce qu'il rencontre, lui, Alice Zaguri, et qu'ils accrochent bien tous les deux. Et ensuite, la réunion s'est faite comme ça, à 3, et on a lancé The Family sans beaucoup attendre. Ok. Et qu'est-ce que vous faisiez avant The Family? Alors juste avant, je travaillais au ministère des Finances, à l'Inspection Générale des Finances, donc qui est un service qui travaille à Bercy auprès du ministre. Le principe, c'est que le ministre, chaque fois qu'il rencontre un problème un peu compliqué financièrement ou politiquement, on confie un rapport à l'Inspection Générale des Finances. Donc l'Inspection Générale des Finances, c'est des inspecteurs des finances qui écrivent des rapports sur des sujets compliqués. Qui conduisent des investigations pour étayer tout ce qu'ils écrivent dans leur rapport. On est soumis à une exigence assez élevée. Et donc j'étais là-bas pendant 1 an et demi avant The Family. Avant, j'avais créé une entreprise, une start-up dans le marketing en ligne, dont j'étais CEO pendant 2 ans. Et avant, j'étais déjà à l'inspection des finances. Je crois avoir entendu, je ne sais pas si c'est vous ou Oussama qui l'avait dit, mais qu'il y a un élément sur lequel vous travaillez, c'était la possibilité de taxer les multinationales localement, là où les utilisateurs se trouvent. Et il me semble avoir entendu que c'était une des raisons qui vous avait poussé à vous lancer dans The Family. Et en fait, je n'ai pas vraiment compris pourquoi, donc qu'est-ce que c'est que le lien? Et est-ce que déjà vous pouvez expliquer un peu cette idée-là de taxer le travail gratuit des utilisateurs? Donc juste avant The Family, donc quand j'étais à l'Inspection Générale des Finances, l'une de mes missions, ça a été de travailler sur la fiscalité des entreprises numériques. En gros, je répondais avec un collègue du Conseil d'État qui s'appelle Pierre Collin à 2 questions assez simples. C'était pourquoi ces entreprises ne payent pas d'impôts et qu'est-ce qu'on doit changer au système fiscal pour qu'elles en payent enfin. La première chose qu'on avait faite avec Pierre dans les réunions intermédiaires, c'est qu'on expliquait à nos interlocuteurs que c'était un sujet très compliqué, que si probablement on en était là et que si personne n'avait trouvé la solution jusqu'ici, c'est que la solution ne serait pas si simple. Mais on est quand même, je pense qu'on a quand même réussi quelque chose dont on était tous les deux très satisfaits, c'est d'expliquer comment l'économie numérique crée de la valeur et pourquoi la façon de créer de la valeur des entreprises numériques contourne à ce point aussi facilement les règles du droit fiscal. Et donc le principe, c'est que, on rentre vite dans de la technique et de la complication, mais pour faire très simple, une entreprise, elle est imposée sur ses bénéfices, et les bénéfices, c'est la différence entre les charges, entre les produits et les charges, pour faire simple. Mais ce qu'il faut bien distinguer, c'est qu'à partir du moment où une entreprise opère dans plusieurs pays, qu'elle est une multinationale, sans que ça ait un sens péjoratif, c'est très difficile de déterminer où sont les bénéfices. C'est-à-dire l'activité d'une entreprise qui a plein d'opérations complexes, combinées les unes aux autres dans plein de pays,
elles dégagent des bénéfices globalement, mais ensuite ces bénéfices, pour savoir quel État va pouvoir les taxer, il faut les diviser et les répartir entre les États. Et donc là, on rentre dans des raisonnements assez compliqués, mais qui peuvent être amenés à quelque chose de très simple, c'est qu'une entreprise, ça crée de la valeur, donc des produits, la valeur ajoutée, et ensuite cette valeur, elle est réalisée, monétisée, là où on vend ses biens ou ses services. Et la règle cardinale en droit international, en droit fiscal international, c'est que les bénéfices sont imposés là où on crée la valeur, pas là où on vend, pas là où on réalise la valeur. Et historiquement, les entreprises au XXe siècle, elles créaient de la valeur là où étaient leurs usines, ou là où étaient leurs salariés qui travaillaient dans des bureaux, quand c'était des entreprises de services. Et pour la première fois, dans le numérique, on est confronté à des entreprises qui créent de la valeur nulle part, en fait. C'est-à-dire la valeur se crée, mais en apesanteur, en fait, sans être facile à rattacher à un territoire ou à un autre. Et donc, pour réimposer dans nos pays à nous, cette valeur, il faut faire des raisonnements économiques et mettre en évidence ce qui est, à mes yeux, la réalité dans l'économie numérique, c'est-à-dire que la valeur est en partie créée par les utilisateurs des applications. Quand on échange avec Google et qu'on leur dit « vous devriez payer des impôts ici », le raisonnement ne serait pas de dire c'est ici que vous vendez et que vous gagnez de l'argent, donc c'est là qu'il faut payer des impôts ». Ça, c'est pas la règle. Le raisonnement serait de dire c'est là qu'une partie de la valeur que vous créez est créée parce que c'est là que vos utilisateurs utilisent intensivement, de façon intensive votre application. Donc voilà, donc tout ça est détaillé sur 200 pages dans un rapport. Là, c'est la version courte. Mais en gros, ce qu'explique Oussama, le rapport entre cette affaire et Créer the Family, c'est juste qu'une fois qu'on a remis ce rapport, la réponse au premier abord, c'était de dire « oh là là, mais on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi compliqué. On voulait une solution très simple, qu'on puisse voter en 24 heures et qui rapporte instantanément des milliards d'euros payés par des entreprises américaines. » Et du coup, c'était pour moi un peu un moment de prise de conscience, c'est de dire, bon, bah, l'économie numérique avance, pendant ce temps-là, les pouvoirs publics font du surplace, et donc peut-être qu'il est temps, si on veut changer les choses et être dans le mouvement, de quitter le monde des pouvoirs publics pour aller dans le numérique, et donc on a créé The Family. D'accord. Mais de quelle manière The Family pourrait faire avancer les choses pour cette nouvelle forme de taxation? Est-ce que ce serait possible ou est-ce que c'est plus du tout un objectif pour vous? Moi, je m'intéresse énormément à la politique et moi, j'analyse systématiquement la politique comme un jeu de rapport de force. Je pense que pour imposer les entreprises numériques, les grandes entreprises numériques ici en France ou dans les pays qui ne sont pas les États-Unis, il faut changer des règles qui se changent exclusivement par consensus international dans l'enceinte de l'OCDE. Et donc, il faut établir un rapport de force avec la plus forte partie dans l'enceinte de l'OCDE, qui est les États-Unis précisément. Et je pense, moi, que le bon chemin pour faire ça, c'est, première étape, faire grandir nos propres entreprises numériques, consolider de la puissance ici sur le territoire français, créer de la valeur ici. Ensuite, mettre en évidence que ces entreprises, les nôtres, payent des impôts alors que leurs concurrents américains n'en payent pas, et faire levier de la puissance de ces grandes entreprises françaises, qui n'existent pas pour l'instant, pour aller négocier avec les États-Unis. Ok. Bah, je comprends mieux, c'est bien. Donc du coup, The Family, il y a un vrai acte politique derrière. Oui, c'est qu'on pense qu'un pays comme la France ou un continent comme l'Europe ne peut pas peser dans l'économie numérique globale et dans les discussions politiques sur l'économie numérique ou fiscale si on ne fait pas grandir nos propres entreprises. On est des nains économiques ou industriels si on se compare aux États-Unis parce que toutes les grandes entreprises numériques qui dominent le monde sont américaines ou chinoises. Et donc, quand on dit « eh oh, il faudrait peut-être payer des impôts ou faire ceci ou faire cela », les Américains disent « vous êtes bien gentils, mais faites déjà grandir quelques grandes entreprises et ensuite on en reparlera ». Ok, super. Dans l'âge de la multitude, vous parlez du concept de surtraitance. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce concept-là? Et aussi, est-ce que dans l'âge de la multitude, vous parlez aussi de transformer l'État en plateforme de surtraitance. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette idée et nous expliquer qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement? Oui, la surtraitance, c'est une version détournée du terme bien connu de sous-traitance, qui est une des formes de relation qu'il y a entre des grandes entreprises et des petites entreprises. Très souvent, les grandes entreprises, il y a un certain nombre de tâches ou d'activités qu'elles ne veulent pas faire elles-mêmes en interne, et donc elles le sous-traitent à des petites entreprises
qui sont en général maltraités. Parce que quand un gros négocie avec un petit, en général, ça se termine toujours mal pour le petit. Il est forcé de baisser ses prix, de rogner sa marge, de se conformer à un cahier des charges qui n'est pas forcément compatible avec son organisation. Bref, donc ça, c'est la sous-traitance. Quand j'ai écrit L'âge de la multitude avec Henri Verdier, on s'est beaucoup intéressé à une architecture générale qui est assez systématique dans l'économie numérique. C'est qu'il y a une plateforme qui met à disposition des ressources et d'autres entreprises se posent sur la plateforme pour utiliser les ressources et créer des produits pour le consommateur final. Exemple, l'iPhone avec l'App Store est une plateforme dont peuvent s'emparer tous les développeurs qui développent des applications sur iPhone et qui font de l'iPhone un produit qui est différent pour chacun de nous, en fait, parce qu'on a tous des applications différentes grâce aux centaines de milliers de développeurs qui sont des surtraitants d'Apple. Et donc j'en viens à la surtraitance. La différence entre la sous-traitance et la surtraitance, c'est toujours un gros et des petits. Sauf que dans le cas de la surtraitance, le gros ne donne pas d'instructions sur ce qu'il faut faire. Il laisse les petits se poser sur la plateforme, prendre les ressources, imaginer des choses souvent qui ne marchent pas du tout, mais parfois qui marchent extraordinairement bien, et sans être enfermé par une négociation sur les prix ou un cahier des charges contraignant ou des délais de livraison ou une procédure de recette. Tout ça, ça n'existe plus dans la surtraitance. Il y a une liberté qui est ménagée à ceux qui sont les plus proches du consommateur final. Et ça donne naissance à des innovations extraordinaires. D'accord. Et comment ça pourrait se convertir à l'État? Enfin, comment l'État pourrait devenir une plateforme? C'est une idée que vous évoquez un peu. Oui, en fait, c'est la réplique du modèle pour ce qui est de l'État. En fait, depuis des décennies, ou depuis toujours peut-être, les gens se plaignent de la qualité du service rendu par l'État. Ils disent « Oh là là, l'État c'est une tellement grande organisation que tout ce qu'il sait nous proposer, c'est des files d'attente très longues, dans des procédures bureaucratiques très compliquées, où il faut remplir des formulaires dans tous les sens. » Ça, c'est caractéristique d'une grande organisation qui sert beaucoup d'usagers, ou de clients, ou d'utilisateurs. Et parce qu'elle en sert beaucoup, et qu'elle est très grande, et très lourde, et très complexe à piloter, elle n'arrive pas à servir chacun comme il aurait besoin, en fait. Elle oblige tout le monde à passer sous la même toise ou à consommer le même produit. Et bien, la surtraitance, c'est un remède à ça, c'est-à-dire fournissez les briques essentielles du service, mais laissez une multitude de surtraitants utiliser ces briques pour façonner 1001 versions différentes du service qui vont s'adapter à des publics très différents les uns des autres. Et ça, si Apple peut le faire via l'App Store pour les applications mobiles, on peut tout à fait imaginer que l'État le fasse pour tous les services publics. C'est-à-dire plutôt que d'imposer à tout le monde, sous prétexte que c'est du service public, d'être tous servis de la même manière, fournir les briques essentielles et laisser des entrepreneurs ou des associations ou des individus faire le dernier kilomètre jusqu'aux citoyens pour que le citoyen soit servi au plus près de ses besoins individuels. Plus concrètement, ça s'appliquerait à vraiment tous les services de l'État? Enfin, par exemple, dans quel domaine vous voyez que ça? Concrètement, alors ça c'est un défi quand on parle d'innovation, c'est qu'on manque d'exemples concrets parce que précisément on attend les innovateurs et les marges de manœuvre pour ces innovateurs qui vont permettre de donner naissance à des choses que personne n'aura vu venir. Donc, puisqu'on ne les voit pas venir, on ne peut pas les annoncer à l'avance. On donne un exemple pour quelque chose que tout le monde connaît, c'est déclarer ses revenus. On le fait tous une fois par an pour savoir les impôts qu'on devra payer l'année suivante. Aujourd'hui, on va tous sur le même site web remplir le même formulaire qui, parce qu'il doit s'adapter à la situation particulière de 20 millions de foyers fiscaux, ou 25 millions, ou 30 millions, du coup, personne n'y retrouve vraiment son compte. Il y a des retraités qui n'y trouvent pas leur compte parce qu'il faut aussi prendre en compte la situation des salariés, qui n'y trouvent pas leur compte parce qu'il faut aussi prendre en compte la situation des indépendants ou des bailleurs immobiliers, etc. Et donc, on pourrait se dire que plutôt que d'obliger tout le monde à passer par le même site web, l'État se contente de fournir les briques du système de déclaration des revenus et laisse tel entrepreneur créer une application de déclaration de ses revenus pour les jeunes qui n'ont que des indemnités de stage, et puis un autre qui créerait une déclaration, une expérience pour les gens qui habitent tel département. Enfin bref, et après on peut imaginer toutes les segmentations possibles jusqu'au cas individuel en fait, qui fait que tout d'un coup ça deviendrait plus simple, plus ludique, plus facile pour tout le monde. Mais ça, donc ça c'est dans le domaine de la fiscalité. Est-ce que ça pourrait aussi se développer, je sais pas, dans la sécurité, dans les transports, ou dans d'autres domaines plus concrets, ou vous pensez surtout à la fiscalité?
Non, après on peut examiner chaque politique publique et discuter jusque dans les détails comment le même modèle se déclinerait. Parfois on va on va être dans des impasses, c'est-à-dire qu'il y aura un principe général qu'on ne peut pas remettre en cause qui fait que c'est compliqué ou ça n'en vaut pas la chandelle. Mais par exemple dans les transports c'est un cas assez évident, c'est-à-dire aujourd'hui la version du service public des transports c'est entassez-vous tous dans les mêmes trains qui partent aux mêmes horaires, faites le même trajet et débrouillez-vous pour le dernier kilomètre. On sait bien que les trains ne nous amènent pas en bas de chez nous ou à la porte du bureau. Il faut aller à la gare, s'entasser dans le même train, attendre l'heure où ça part. Un vrai service personnalisé, c'est un service qui combinerait ce service de transport de masse, le train, ou le RER, ou le métro, avec un service plus personnalisé qui gère les situations différentes pour le dernier kilomètre et qui seraient des trajets en voiture, mais qui ne soient pas forcément notre voiture personnelle, mais qui soient du covoiturage ou du transport par un chauffeur de VTC ou par un chauffeur de taxi. Bref, il y a tout un système à orchestrer, mais pour ça, il faut que l'utilisateur, lui, ne voit qu'une seule interface et se voit proposer un service qui gère de bout en bout son déplacement. Voilà, que ce soit simple à ses yeux. Exactement. Et donc, à vos yeux, est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait par l'État seulement, ou alors c'est plutôt quelque chose qui peut se faire si l'État s'ouvre un peu plus à la collaboration avec des entreprises privées? Précisément, ça ne peut pas être fait par l'État seulement, par définition, parce que justement, ça part du constat que l'État n'arrive pas à faire tout ça lui-même. Donc, la seule chose qu'on attend de l'État, c'est qu'il l'ouvre, c'est-à-dire qu'il donne la clé des ressources utiles ou des briques essentielles à tous ces gens qui ont les bonnes idées pour aller parcourir le dernier kilomètre jusqu'au consommateur final, jusqu'à l'usager. Alors évidemment, c'est pas facile parce que l'État, quand on lui dit faudrait ouvrir tel jeu de données ou faudrait mettre à disposition le compte, l'identifiant fiscal de tous les foyers fiscaux en France, l'État dit oui, mais à qui je l'ouvre, à quelles conditions, est-ce que ça ne va pas être détourné pour faire autre chose, est-ce qu'il n'y aura pas des fraudes, est-ce qu'il n'y aura pas ceci. Bref, ça soulève mille et une questions qui amènent à une conclusion assez univoque, c'est qu'on ne peut pas faire ça tout de suite pour tout le monde. Comme à la manière des entrepreneurs qui créent des startups, il faut commencer à toute petite échelle en répondant à un problème précis. Et par exemple, je ne sais pas, s'il s'agit de déclarer ses revenus, on part d'un problème épineux qui sont les familles recomposées. Et donc on peut imaginer une application de déclaration des revenus spécialement designée pour les familles recomposées. Et donc un entrepreneur va se lancer, peut-être qu'il a lui-même une famille recomposée, donc il va commencer par créer un service pour sa famille, puis ensuite il va aller convaincre une deuxième famille d'utiliser le service, puis une troisième, puis de proche en proche. Et un jour, les familles non recomposées viendront frapper à la porte et diront il nous semble que cela, ça a l'air beaucoup plus simple de déclarer les revenus, pourquoi nous on n'y a pas le droit? Et là, on ouvre. Mais on ouvre après avoir accumulé suffisamment d'expérience pour avoir identifié les choses trappes, les pièges, les problèmes. Et, enfin, je me trompe peut-être, mais il y a aussi peut-être cette idée que certains entrepreneurs peuvent faire des choses qui sont peut-être en dehors du cadre légal et faire de la pression sur la loi de cette manière-là. Enfin, je pense à Uber par exemple. Enfin, j'imagine, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous encouragez vraiment, mais c'est quelque chose qui... En fait, c'est quelque chose qui... C'est difficile de dire qu'on encourage ou pas, mais c'est quelque chose qui est inévitable parce que c'est inhérent à l'innovation en fait. Surtout quand on innove à partir d'une économie, l'économie fordiste, qui se caractérise par la profusion des règles. C'est-à-dire toute l'histoire du XXe siècle, c'est la montée en puissance des grandes organisations, la structuration de marchés de consommation de masse dans l'univers du papier et de la procédure et de la bureaucratie. Et donc, toute l'histoire de la maturation du Fordisme, ça a consisté à sécréter des normes qui ont codifié jusque dans les moindres détails la façon dont s'organise l'industrie automobile, l'édition, la musique, les transports, etc. Et donc on arrive en bout de course dans ce modèle, mais les normes elles sont là. Et donc quand des entrepreneurs arrivent en disant maintenant il y a des nouvelles technologies, il y a un nouveau rapport aux individus, il y a des nouveaux modèles qui sont possibles, et ils cherchent dans quelle case ils peuvent faire entrer ça. Et en fait toutes les cases sont occupées, barrées, saturées de règles qui ont été faites pour l'ancien paradigme. Et du coup, ça rentre dans aucune case. Et donc là, on peut se dire deux choses. On peut se dire, puisque ça rentre dans aucune case, on ne le fait pas. Mais dans ce cas-là, ils le font aux États-Unis. Et du coup, les États-Unis se développent plus vite que nous. Et nous, on s'enfonce
le sous-développement, parce qu'on est moins bien servi, on crée moins de valeur. Ou bien on dit il faut changer la règle, mais c'est difficile de changer la règle a priori parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les modèles qu'on va découvrir. On ne peut pas énoncer la règle a priori. Et donc du coup, entre ces deux scénarios qui sont également impraticables, les entrepreneurs sont obligés d'un peu de forcer la porte, de dire on le fait quand même, et puis parce qu'on le fait, on va mieux comprendre ce qui se passe, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et une fois qu'on aura les idées plus claires, là on pourra changer la règle. Contrairement à Oussama, vous semblez croire que malgré le numérique ou grâce au numérique, le travail ne va pas disparaître en fait et qu'il va réapparaître sous de nouvelles formes. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous dire sur comment vous imaginez les choses et sous quelle forme le travail va réapparaître? Alors pour Oussama, je pense que c'est un peu plus nuancé, mais il faudra l'interviewer lui. Mais moi je crois deux choses. Il y a une conviction profonde et puis il y a un message un peu plus tactique en fait dans cette affaire. Moi, ma conviction profonde, c'est que quand je vois tous les obstacles qu'on oppose à la création de nouveaux emplois qui seraient rendus possibles et soutenables par l'économie numérique, je me dis qu'on est encore loin d'avoir épuisé tout le réservoir d'emplois qu'on pourrait créer. Je donne un seul exemple. Si, par je ne sais quelle contrainte ou inspiration, on convainquait tous les habitants d'Île-de-France de renoncer à utiliser leur véhicule personnel, de renoncer à posséder un véhicule même, ça libérerait un énorme pouvoir d'achat qui permettrait probablement, je n'ai pas fait la modélisation, mais je pense que Uber l'a faite, qui permettrait probablement de payer des chauffeurs pour transporter tout le monde, répondre aux mêmes besoins de transport, mais non plus en conduisant chacun sa petite voiture dans son coin, mais en partageant des véhicules conduits par des chauffeurs professionnels. Et ça donnerait une circulation plus fluide, un service plus personnalisé, ça créerait des emplois, ça générerait du pouvoir d'achat sur le territoire. Enfin bref, il y a tout un mécanisme en chaîne. C'est un équilibre différent. Au lieu de créer des emplois de garagistes et d'ouvriers dans des usines automobiles, on crée des emplois de chauffeurs qui conduisent des habitants d'Île-de-France pour leurs déplacements quotidiens. Et donc vous pensez que c'est quelque chose qui doit être impulsé par des décisions politiques ou en tout cas, aujourd'hui, c'est loin d'être impulsé, c'est même empêché. Donc quand on voit qu'on empêche ça, on se dit, manifestement, il y a plein d'emplois qu'on pourrait créer, qu'on ne crée pas parce qu'il y a des problèmes de tension du marché immobilier. Il y a des gens qui pourraient occuper des nouveaux emplois mais qui ne peuvent pas parce que l'immobilier coûte trop cher. Il y a des problèmes de culture, c'est-à-dire on n'a même pas conscience que ces emplois pourraient exister. Et il y a des problèmes réglementaires, c'est-à-dire très souvent, ces emplois, on pourrait les créer en théorie, vu l'état des technologies et des usages, mais en pratique, il y a une règle qui l'interdit. Et donc, tant qu'on n'a pas enlevé tous ces obstacles, c'est un peu tôt pour dire qu'il n'y aura aucun emploi créé dans l'économie numérique. Commençons par nettoyer tout ça, et ensuite on verra si effectivement il n'y a aucun emploi. Moi, je crois qu'il y en aura beaucoup, ce qui ne veut pas dire qu'on va tous travailler comme aujourd'hui. En fait, précisément, c'est un peu, je pense, ce que veut dire Oussama quand il dit qu'il n'y aura plus de travail demain, c'est que les gens auront moins l'impression de travailler parce qu'ils seront libérés de la pesanteur du travail dans sa version Fordiste, c'est-à-dire tous dans les mêmes tours à la Défense, aux mêmes horaires, après avoir pris les mêmes trains. Bref, donc c'est un modèle de société tout entier qui change de proche en proche. Ça ne veut pas dire qu'on va tous se tourner les pouces, on a tous besoin de choses à faire, mais peut-être que ce sera plus intéressant, ce sera plus intermittent, on cumulera plusieurs activités au même moment. Difficile à dire. Dans votre tout dernier article, je crois, vous critiquez vous remettez en cause l'idée du revenu de vie, en disant que c'est une idée simpliste et qui n'est pas forcément tenable sur le long terme. Et donc c'est lié, j'imagine, à votre conception du travail. Et donc vous proposez à la place d'améliorer et de simplifier pour l'utilisateur l'expérience de la sécurité sociale. Est-ce que vous pensez que l'État ou que les hommes politiques s'intéressent vraiment à cette question et que ça va être amélioré dans les années à venir? Ou alors si c'est pas plutôt de la responsabilité des entrepreneurs, quelles sont les pistes pour justement simplifier l'expérience utilisateur? Oui, alors moi je n'aime pas trop le revenu de base ou le revenu universel et toutes les discussions et toute l'attention que ça focalise. Parce que je trouve que pendant qu'on se concentre sur cette idée que je considère comme simpliste, on oublie qu'il y a plein d'autres problèmes qui sont à moitié ou aux trois quarts réglés par des dispositifs de protection sociale qu'on pourrait encore améliorer
et qui sont des problèmes autrement plus graves que ceux que cherche à régler le revenu de base. Par exemple, se loger sur un marché immobilier tendu, ça c'est un problème grave, c'est un facteur majeur d'inégalité et d'accès à l'emploi. Ou bien se faire soigner quand on a une maladie chronique ou grave comme un cancer, ça c'est un problème très très grave que ne résout pas du tout le revenu de base et dont la solution n'est pas du tout garantie dans l'état actuel de la protection sociale. Donc il y a beaucoup de progrès à faire pour couvrir des risques beaucoup plus critiques que ceux que cherche à couvrir le revenu de base. Après, après la question c'est, si la question n'est pas de mettre en place un revenu de base, mais d'améliorer les dispositifs de protection sociale existants pour que ce soit plus simple, moins bureaucratique, que ça suive mieux les individus dans des parcours professionnels de plus en plus accidentés et intermittents, et bien ça c'est un chantier intéressant mais compliqué. Et ce chantier, il n'est pas vraiment pris en compte par les dirigeants politiques, en France en tout cas. Il l'est un peu plus aux États-Unis, parce que les États-Unis ils partent de tellement loin en termes de protection sociale qu'ils n'ont pas tout à construire, mais ils ont beaucoup plus à construire que nous, et du coup, ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre, parce qu'ils n'ont pas à défaire l'existant en fait. Alors que nous, on a un existant tellement profus et complexe, et qui prend tellement de place, que si on dit il faut changer l'existant, on est face à une cathédrale, donc il faut démonter pierre par pierre. Et les dirigeants politiques en France ne le font pas pour une raison simple, en fait, qui tient à notre histoire politique, c'est que la sécurité sociale n'a pas de champion, de défenseurs politiques qui sont considérés comme les dépositaires de cet héritage. La sécurité sociale a été mise en place à la Libération par les gaullistes alliés aux communistes. Et aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'existe plus, en fait. Les gaullistes, ça fait longtemps qu'ils sont plus gaullistes au sens de l'époque. Donc ils ne considèrent pas la sécurité sociale comme leur joyau, ils sont plutôt pour la démanteler, les héritiers des gaullistes. Et les communistes, ils n'existent plus. Et le Parti socialiste, lui, il n'a pas participé vraiment activement à la création de la sécurité sociale. Il est monté en puissance dans les années 60 et 70 surtout, et du coup il n'a jamais considéré la sécurité sociale comme son héritage. Du coup les dirigeants socialistes, ils sont passionnés par le RNI précisément, qui lui est un héritage socialiste créé par Rocard en 88 et Jean-Michel Bélorgey. Mais par contre, la sécurité sociale ne fait pas partie de leur panthéon historique. Et du coup, quand vous allez parler aux gens de la sécurité sociale, ils trouvent ça ennuyeux, secondaire, pas prioritaire, bref. D'accord. Et vous pensez que du coup, la solution peut venir d'où, si elle ne vient pas des politiques? Si elle ne vient pas des politiques, justement, moi je constate qu'elle viendra plus sûrement des entrepreneurs, parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs ici à The Family, certains qui sont dans notre portefeuille, qui justement constatent ces problèmes au quotidien, cherchent à les résoudre avec des nouvelles offres d'assurance, des nouvelles activités dans le secteur du logement, enfin bref, il y a tout un dégradé d'innovation en fait qu'on peut observer, qui cherche à naître, mais qui a du mal à naître parce qu'il se heurte à des résistances, des réglementations. Mais en tout cas, il y a beaucoup des problèmes de la protection sociale d'aujourd'hui qui pourraient être résolus par des entrepreneurs, probablement avec pour objectif d'arriver à un modèle de surtraitance, c'est-à-dire la sécurité sociale fournit les briques essentielles et ensuite les entrepreneurs s'occupent d'amener la sécurité sociale jusqu'à l'expérience individuelle de chacun. Mais si c'est des entrepreneurs qui sont à l'initiative de ça, pourquoi est-ce qu'à terme, ce ne serait pas encore eux qui... Est-ce que la solution n'est pas purement entrepreneuriale finalement? Oui, alors ça c'est une grande interrogation. C'est que les entreprises numériques, elles ont une propriété particulière qui les différencie radicalement des entreprises fordistes, c'est que leur modèle d'affaires génère ce qu'on appelle des rendements croissants. Et quand vous êtes porté par des rendements croissants, vous avez intérêt à servir le maximum de clients, parce que chaque nouveau client crée indirectement encore plus de valeur pour les clients existants. Et donc, si vous prenez en protection sociale, par exemple, l'exemple d'un assureur numérique, aujourd'hui, un assureur fordiste, c'est quelqu'un qui, quand vous venez pour vous assurer chez lui, il vous regarde d'un œil soupçonneux et il dit si quelque chose me suggère que vous allez tomber malade bientôt, je refuse de vous assurer. Dans le numérique, un assureur numérique ne raisonnera pas du tout comme ça. Il dira vous m'intéressez parce que grâce à vous, je pourrais collecter plus de données pour nourrir mes algorithmes. Et je pourrais même vous enrôler, vous contribuiez au sein d'une communauté de malades ou d'assurés ou de patients à aider d'autres patients à mieux suivre leur traitement, à réconforter des gens qui se sentent un peu seuls. Enfin bref, donc, après on peut imaginer toutes les expériences. Enfin, pour l'instant, personne ne l'a fait parce que c'est très compliqué, mais en gros, un assureur numérique, je pense qu'il serait il y aura encore des effets de sélection qui justifient l'intervention de la puissance publique.
Mais il y a aussi des effets de réseau qui génèrent des rendements croissants. Et nous, notre intuition ici à The Family, ça c'est vraiment notre thèse d'investissement dans l'assurance maladie, c'est que les effets de réseau, dans une certaine configuration, peuvent l'emporter sur les effets de sélection. Et donc un assureur numérique aurait intérêt à prendre le maximum de gens, quitte à faire beaucoup de prévention et de différenciation, etc., plutôt que de refuser, plutôt que de n'assurer que les biens portants, comme le font les assureurs privés. Est-ce qu'on n'arrive pas du coup dans une situation où vraiment des entreprises privées remplacent l'État sur plein de domaines différents? Moi, je pense qu'on change de paradigme. Donc, le sens de l'histoire, c'est que l'État est légitime et crée de la valeur partout où il y a des imperfections de marché. Soit il régule, soit il opère lui-même. Il se substitue aux entreprises privées parce que celles-ci n'arrivent pas à prospérer à cause d'imperfections de marché. Le numérique arrive, il y a plein d'imperfections de marché qui fait disparaître, ce qui ouvre la voie à des entreprises là où auparavant l'État était seul à pouvoir opérer. Mais le numérique, probablement, il crée aussi d'autres imperfections de marché ailleurs. Donc peut-être qu'il y a des secteurs qui aujourd'hui sont opérés par des entreprises, qui demain devront être opérés par la puissance publique, mais à l'inverse, il y a des secteurs où la puissance publique est présente, où elle devra laisser la place à des entreprises, en tout cas dans un monde idéal. Et ça, on le découvre à mesure que le numérique dévore chaque secteur les uns après les autres. En fait, on découvre que dans certains secteurs, il a le pouvoir magique de faire disparaître des imperfections de marché. Dans d'autres secteurs, il en crée des nouvelles qu'on ignorait jusqu'ici. Et donc, il faut apprendre à réguler tout ça. Voilà. Chez The Family, vous incitez beaucoup les gens donc, à créer des startups avec cette idée qu'une startup, son but, c'est d'atteindre une situation de monopole. Et vous expliquez aussi qu'une startup, souvent, enfin je ne sais pas si c'est votre thèse à vous, mais qu'une startup doit être dirigée par un leader qui va diriger les choses de manière dictatoriale en fait. Et est-ce que finalement cette situation où quelques startups vont avoir de plus en plus de monopoles dans plein de domaines, y compris des domaines qui avant étaient relevés de la responsabilité de l'État, est-ce que ça vous effraie pas un peu? Et est-ce que vous ne voyez pas des problèmes que ça va créer dans un avenir proche? Enfin, moi par exemple, récemment, comme vous le savez, j'ai aidé une youtubeuse à interviewer le président de la Commission européenne. Et moi comme cette youtubeuse, on est totalement fan de YouTube, on était totalement fan de Google et YouTube. Et moi je suis aux vidéos et je suis totalement, on va dire, converti à cette idée que c'est important qu'il y ait des monopoles dans le domaine du numérique pour plein de raisons différentes. Mais en même temps, c'est là depuis quelques semaines, depuis cette affaire, je réalise que finalement c'est extrêmement effrayant que par exemple une seule entreprise comme Google soit responsable de mon accès à l'information, que Facebook peut-être bientôt sera responsable de mon identité en ligne, que Uber soit responsable de mes déplacements. Est-ce que tous ces nouveaux monopoles émergents, c'est pas finalement un énorme risque pour la société? Est-ce que vous songez à ça un peu? Et quelle garantie on pourrait avoir face à ça à l'avenir? Ce que j'observe jusqu'ici, et c'est le fondement de mon analyse de l'économie numérique, c'est que justement les utilisateurs deviennent actifs dans la création de valeur. Que quand on a l'impression d'être servi par une entreprise, on est en fait servi par l'alliance de cette entreprise avec tous ses autres clients. Ce qui fait la valeur de YouTube, c'est pas seulement YouTube, l'entité juridique, c'est tous les utilisateurs qui ont mis en ligne des vidéos. Or, historiquement, les monopoles naturels issus d'effets de réseau, historiquement, c'était celui des réseaux postaux, des réseaux de télécom, des réseaux de distribution d'énergie. Et c'était des monopoles qui étaient liés à la propriété d'une infrastructure. C'est-à-dire, j'ai déployé le plus grand réseau de télécommunications, et donc tout le monde est obligé de s'abonner à mon réseau, et ainsi, je peux devenir prédateur, maltraiter mes clients, les forcer à payer trop cher pour des forfaits de mauvaise qualité, etc. Et donc, évidemment, pour contrer ce genre de situation, on a inventé la régulation du secteur des télécoms pour empêcher les opérateurs de télécoms de suivre leur pente naturelle qui est de maltraiter leurs clients. Dans le numérique, les effets de réseau, ils ne viennent pas d'une infrastructure tangible, comme un réseau de télécom, ils viennent du réseau que forment les utilisateurs entre eux. Et il y a une différence radicale avec une infrastructure tangible, c'est que ces utilisateurs, on ne les possède pas en fait. Ils peuvent partir à tout moment. Alors bien sûr, la question c'est est-ce qu'ils ont une alternative? Est-ce qu'ils peuvent aller vers une autre entreprise? Mais à ce jour, il y a tellement de startups aujourd'hui qui déboulent tous les jours sur le marché que le jour où les utilisateurs se disent « je ne supporte plus YouTube » et s'ils sont suffisamment nombreux connectés, ça provoque une onde de choc de départ de gens qui vont dire on va tous ensemble aller utiliser Vimeo par exemple.
Et ça, YouTube, comme toutes les entreprises numériques qui savent que leurs effets de réseau dépendent de la confiance de leurs utilisateurs, je pense qu'elles en sont extrêmement conscientes de cette menace-là et que du coup, bien sûr, parfois elles vont un peu trop loin et elles sentent le vent du boulet, quoi, parce que les utilisateurs disent attention, la prochaine fois, on s'en va. Et donc, elles ont cette incitation permanente à cajoler leurs utilisateurs. En fait. Je suis d'accord avec vous, mais ils ont quand même une marge de manœuvre assez importante avant que les utilisateurs se réunissent et décident d'aller sur notre plateforme. Bien sûr, et après, si on essaie de voir ce qui va se passer à l'avenir, il y a un scénario où les utilisateurs vont devenir de plus en plus forts parce qu'ils vont être fédérés par des organisations de consommateurs nouvelles manières qui vont justement les mettre en réseau et créer une extraordinaire, ou bien aidés par les pouvoirs publics, par le droit de la protection des données personnelles, la portabilité des données, tout ça va permettre aux utilisateurs d'intensifier la pression pour être mieux servis. L'autre scénario, c'est que justement ces entreprises vont devenir de plus en plus puissantes, vont sédimenter, vont prendre le contrôle justement d'infrastructures tangibles, vont doubler en fait la puissance des effets de réseau de leurs utilisateurs d'un contrôle exclusif d'infrastructures tangibles. Et là, elles vont commencer à pouvoir exercer un pouvoir prédateur. Mais alors on peut se dire, on aura un mauvais moment à passer qui cessera en fait soit parce que l'État mettra en place des régulations adaptées pour ce nouveau cas de figure, soit parce que parfois justement la prédation, l'intensification de la prédation, c'est la dernière étape avant l'effondrement en fait. Dans les années 80, les consommateurs n'ont jamais été aussi maltraités par les entreprises Fordistes que dans les années 80-90, où justement on serrait les boulons dans tous les sens pour créer plus de valeur pour les actionnaires. Ils ont supporté ça 15 ans, mais pas beaucoup plus longtemps. Quand les entreprises numériques sont arrivées, ils sont tous partis se réfugier dans les bras des entreprises numériques. Aujourd'hui, la plupart des entreprises traditionnelles qui maltraitent leurs clients vont très mal. D'accord. Mais il y a un point qui est peut-être un peu différent, c'est que ces entreprises numériques, elles fonctionnent beaucoup avec des algorithmes, avec des choses secrètes auxquelles on n'a pas accès. Donc finalement, quelqu'un peut être déréférencé, quelqu'un peut subir sans le savoir et sans que personne ne le sache une modification dans l'algorithme. Est-ce que vous avez déjà songé à la possibilité peut-être d'imposer une certaine transparence à ces entreprises une fois qu'elles atteignent ces situations de monopole? Oui, bien sûr, mais d'abord, je crois qu'elles se contrôlent les unes les autres, ces entreprises, parce qu'on parle des GAFA, moi j'utilise jamais ces termes-là, mais les grandes entreprises numériques, on a l'impression qu'on parle d'un cartel qui s'entend pour contrôler le monde. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Quand vous les fréquentez d'un peu plus près, vous apercevez qu'elles se détestent entre elles et qu'elles sont tout le temps occupées à se piquer des utilisateurs les unes les autres. Donc le jour où une entreprise commence à tordre ses algorithmes dans tous les sens pour maximiser son profit ou pour neutraliser un concurrent, derrière, il y en aura toujours une qui dira « je profite de cette aubaine pour enfoncer un coin dans la position de mon concurrent et aller lui piquer des utilisateurs ». Et donc là, l'utilisateur, peut-être qu'il y a un utilisateur qui sera effacé sans s'en rendre compte par un algorithme qui cessera de le mettre en avant, puis un deuxième. Le troisième, il s'en apercevra, il commencera à crier un peu plus fort. Et là, il y aura la riposte du système. Pour finir, je voudrais vous poser la question de Peter Thiel, qui est qu'est-ce que vous croyez être vrai que la plupart des gens croient être faux? Moi, je vois de la paresse intellectuelle triompher chez tous les gens qui se disent que le numérique ne créera pas d'emploi et que pour cette raison, il faut mettre en place un revenu universel et puis vogue la galère, quoi. Et moi, je suis convaincu que le numérique va créer énormément d'emplois. Je ne pense pas que ce sera automatique, je pense que c'est à nous de le faire. Il faut qu'on saisisse les opportunités, il faut qu'on crée des entreprises, il faut qu'on fasse évoluer les réglementations au bon moment. Mais si on le fait, on arrivera vers une société où plein de gens qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui en retrouveront, et plein de gens qui n'ont pas accès à des services de qualité auront accès à des services de qualité précisément rendus par ces nouvelles personnes employées par des entreprises numériques. Si on ne le fait pas, par contre, d'autres pays que nous le feront. Et ça va déplacer la puissance économique, en fait, parce qu'on peut dire, pas de ça chez nous, nous on va continuer à opérer comme dans l'ancien temps. On peut dire ça 5 ans, 10 ans, et puis au bout de 15 ans, en fait, on a juste pris du retard en termes de développement économique et on s'enfonce et on n'est plus un pays développé, quoi.
Bah, merci beaucoup. De rien. J'ai appris énormément de choses, j'espère que vous aussi. Et puis abonnez-vous à la chaîne de The Family et puis suivez le médium de Nicolas Collin qui est extrêmement intéressant. Et voilà. Merci. La politique est morte. Aujourd'hui, gouverner, c'est entreprendre. Si l'Empire romain a été défait par des barbares, c'est pas parce qu'ils étaient mieux organisés, plus disciplinés ou mieux armés. C'était même exactement le contraire. Si les barbares ont réussi à défaire l'Empire romain, c'est parce que leur comportement était imprévisible. C'est parce que les Romains n'arrivaient pas à comprendre leur conception du monde, leurs objectifs et leurs besoins. Et aujourd'hui, les grands groupes, les grandes entreprises, les vieilles entreprises sont un peu comme l'était l'Empire romain avant. Et les nouveaux géants du web, les